Nous allons maintenant terminer l'exercice 3 et en réalisant la partie 2. Donc, nous avons déjà réalisé le formulaire et l'interaction permettant d'afficher l'input nombre. Maintenant, dès lors que le nombre sera saisi, j'aimerais afficher le résultat du calcul qui est demandé. Donc on va devoir à nouveau venir gérer la modification de la valeur présente dans l'input nombre. On va le faire directement. Ce qu'il va falloir réaliser, c'est vérifier la modification de valeur dans le div NB au niveau de l'input nombre. Donc ce que je peux faire, c'est reprendre la variable div NB qu'on avait utilisée et venir chercher à l'intérieur de cette div en faisant un query selector et en venant saisir la balise input qui est dedans, on n'en a qu'une, et venir rajouter la gestion d'événements en mettant add event listener et venir vérifier que la valeur a été changée. Si c'est le cas, je vais vouloir lancer une fonction. Notez qu'avec cette écriture que je suis en train de faire, au lieu de marquer document, je vais chercher à partir de la balise divNB une balise input. Et donc ça permet d'être plus précis pour aller chercher au bon endroit directement. Si jamais j'ai une modification de valeur, je vais vouloir réaliser un traitement. Avant de faire le code nécessaire au traitement, je vais faire un affichage pour vérifier que ça fonctionne bien, cette sélection. Je vais afficher dans la console test par exemple. Je vais actualiser sur ma page, j'ouvre la console, donc en faisant F12 dans Chrome, et je vais vérifier que ce que j'ai codé fonctionne bien. Je vais choisir multiplication et je vais mettre un nombre. Et normalement, directement après avoir choisi un nombre, j'ai l'affichage du console log qui est fait dans la console. Donc c'est bien le cas. Donc on arrive bien à identifier cette modification de valeur. Maintenant, on va réaliser le code pour permettre le calcul. Nous avons deux cas à traiter, la multiplication et le cumul. Donc pour traiter ces deux cas de la liste déroulante, je vais choisir d'utiliser un switch case, même si on pourrait rajouter un code avec un if-else, mais le fait d'utiliser un switch case va être plus polyvalent si je veux, par exemple, dans ma liste déroulante, rajouter d'autres options de calcul. Ça sera plus pratique d'avoir un switch case. Donc c'est pourquoi je vais choisir cette option-là. Et je vais devoir venir vérifier quel est le choix fait dans la liste déroulante. Donc réutiliser à nouveau la balise portant l'identifiant choix. Donc à ce niveau, je vais rajouter un switch et je vais vérifier quelle est la valeur présente dans la balise select. Alors, j'ai un peu perdu, voilà, c'est la balise qui porte l'identifiant choix, et est-ce qu'on l'avait mis dans une variable? Alors, ce n'est pas le cas, et vu que je vois qu'on l'a utilisé précédemment, on va aussi la passer par une variable plus tôt. Donc, je vais couper ce petit code, et venir mettre une variable que je vais appeler choix, et je vais y mettre la récupération de la balise. Comme ça, je peux mettre ici choix.addEventListener, et à ce niveau-là, je peux faire un switch choix.value. Donc là, je veux récupérer la valeur saisie dans ma liste déroulante. C'est pourquoi je mets le point value. On va mettre à l'intérieur de ce switch les différents cas qu'on veut gérer. Donc on va avoir le premier qui va être le cas de la multiplication, c'est-à-dire la première valeur qui est présente à ce niveau, et on aura la deuxième option, la deuxième value, qui sera cumul. Donc je vais avoir également un deuxième case pour le cumul. Alors je vais réorganiser un petit peu ce code en mettant tout sur une seule ligne. Si je suis sur l'un des cas, je vais pour le moment faire un console log et afficher multiplication dans le premier cas, et dans le deuxième, je vais mettre cumul. Comme je vous le dis tout le temps, c'est bien d'avancer par étapes. C'est pourquoi ici, je vais vérifier que j'arrive bien au bon endroit quand j'aurai fait le choix dans la liste déroulante. J'oublie pas dans mon switch case quand même de rajouter un cas default et afficher par exemple un message dans la console qui sera erreur. Donc un switch case doit toujours avoir un default, c'est pourquoi j'en mets un et j'affiche dans la console erreur, même si normalement on ne devrait jamais rentrer dans le cas default. Je vais actualiser sur le site et je vais choisir par exemple le cumul, mettre le nombre 5 dans l'input nombre et je vérifie que je rentre bien dans le bon cas de mon switch. C'est bien le cas, j'ai cumul qui est affiché dans la console. Si maintenant je change en mettant multiplication, je vois ici que je n'ai pas l'affichage dans la console de multiplication, puisque le traitement qu'on est en train de réaliser, on le fait simplement à la modification du nombre. Donc il faudra adapter un petit peu plus tard notre code pour que ça prenne en compte
sur le changement de valeur de la liste déroulante. Mais on le rajoutera après. Là, je teste donc en modifiant la valeur dans nombre, et je vois que là, j'ai bien multiplication qui s'affiche. Donc c'est parfait, on identifie bien nos deux cas. Maintenant que j'ai identifié ces deux cas, je vais vouloir faire l'affichage du résultat du calcul. Donc pour ça, on va devoir rajouter un code à ce niveau-là. Ce que l'on va faire, ça va être d'organiser correctement notre code en utilisant des fonctions. Ici, je vais dire que je vais appeler la fonction qui va se nommer multiplication, et il faudra que je lui envoie la valeur saisie. Donc je vais l'appeler nbsaisie. Ce paramètre, pour le moment, il n'existe pas puisqu'on n'a pas encore récupéré la valeur de l'input. On va venir le faire juste après. Pour le moment, je termine ce que je suis en train de faire là. Je vais faire la même chose pour le cumul, où je vais appeler une fonction que je vais nommer cumul. Ces deux fonctions, je vais pouvoir les déclarer pour le moment. Donc je crée la fonction multiplication en dessous, en mettant que je vais récupérer un nombre, et je vais déclarer ma deuxième fonction, qui sera cumul, et pareil, qui aura besoin d'un nombre. Mes deux fonctions sont maintenant déclarées. Maintenant, ce nbsaisie, il faut que, bien sûr, je le récupère. Donc je vais venir le récupérer avant le switch, en mettant une nouvelle variable que je vais nommer nbsaisie. Donc c'est bien cette variable qui est envoyée à la fonction qui est récupérée par cette dernière. Alors cette valeur, on va aller la récupérer, et c'est l'input qui porte l'identifiant nombre. À noter d'ailleurs qu'on l'avait déjà récupéré à ce niveau, mais d'une autre manière. On était venu chercher le champ input. Donc là, je vais utiliser une deuxième écriture, mais en soi, on pourrait utiliser exactement le même code. Ça fonctionnerait bien. Ici, je vais plutôt dire que je vais aller chercher document.querySelector, mettre que je vais venir chercher la balise qui porte l'identifiant nombre. Si je regarde, c'est bien ça. Donc je vais sélectionner cette balise parce qu'elle a l'identifiant nombre. Donc j'aurais pu utiliser également ce code-là à ce niveau, ou inversement utiliser ce code-là à ce niveau-là. Donc ça revient strictement au même, sauf que j'ai envie de le faire des deux manières différentes pour bien vous montrer les possibilités qu'on a. Donc je vais saisir la valeur que je vais avoir dans cet input. Il ne faut pas que j'oublie de mettre la propriété .value. Donc j'ai saisi le nombre qui est transféré directement dans mes fonctions, et maintenant ces fonctions, je vais réaliser leur code. Avant ça, je vais quand même décider de renvoyer depuis ces fonctions le résultat à afficher. Donc ce que je vais faire, c'est déclarer une nouvelle variable qui va permettre de gérer l'affichage, et cette variable, je vais l'appeler txt, que je déclare à vide avant mon switch. Ensuite, je vais dire que cette variable txt, elle sera remplie soit par la fonction multiplication, soit par la fonction de calcul, et à la fin de mon switch, j'aurai plus qu'à afficher le txt, donc le résultat, à l'écran. Donc pour afficher le résultat à l'écran, je vais avoir besoin de rajouter une autre balise pour que ça puisse apparaître dans le DOM, c'est-à-dire dans le document HTML. Donc je vais choisir à l'extérieur de mon form de rajouter un nouveau div que je laisse à vide au démarrage, et je vais lui rajouter à ce div un identifiant que je vais nommer résultat. Ainsi, dès lors que j'aurai fait le calcul, je voudrais afficher dans ce div le résultat à l'écran. Donc ce div, je dois venir le sélectionner. J'utilise donc le même code de sélection avec querySelector, et je vais venir chercher la balise qui porte l'identifiant résultat. Et je vais dire qu'à l'intérieur de cette balise, je vais lui mettre du texte en utilisant la propriété innerHTML. Et je vais dire que je vais y placer le résultat de la fonction sélectionnée qui est placé dans la variable txt. Donc on va tester ce petit bout de code qu'on vient d'ajouter, et pour ça, je vais dire simplement que dans mes fonctions multiplication et cumul, je vais retourner une chaîne de caractères, je vais retourner mult pour la multiplication, et je vais retourner cum, par exemple, pour cumul. Comme ça, je vais pouvoir vérifier que afficher quelque chose dans mon div résultat en fonction de ce qui a été choisi par l'utilisateur. Donc on va actualiser, et regardez ça. Donc, là pour le moment c'est vide, je vais choisir multiplication, et si je mets un nombre, par exemple 5, j'ai bien mult qui s'affiche dans le div en dessous. Maintenant, si je mets cumul, je change de nombre, on a bien cum qui s'affiche en dessous. Donc on arrive bien à rajouter à l'écran le futur résultat qu'on va devoir programmer maintenant. Il me reste donc à écrire les deux fonctions multiplication et cumul,
et utiliser pour cela une boucle for. Comme vous l'aurez compris, on doit retourner une chaîne de caractères à la fin. Donc je vais déclarer une nouvelle chaîne de caractères txt que je vais remplir dans la fonction et que je vais retourner à la fin. Donc je fais ça pour mes deux fonctions à ce niveau. Et il faut que je remplisse cette variable. Pour la remplir, je vais devoir réaliser l'affichage qui est demandé en dessous. Donc à partir du nombre qui a été saisi, je fais l'affichage de la table de multiplication. Je vais écrire ce code en faisant une boucle for qui doit utiliser un compteur qui va partir à la valeur 1, puisque je veux bien commencer à la valeur 1 et aller jusqu'à la valeur 10. Donc je dis que je commence avec un compteur qui a la valeur 1 et je vais m'arrêter dès lors que j'aurai atteint la valeur 10 en mettant inférieur ou égal. Donc si vous êtes plutôt à l'aise à utiliser le inférieur que l'inférieur ou égal, vous n'oubliez pas de mettre 11 à la place de 10. Donc à vous de voir, c'est globalement équivalent à ce niveau-là. Enfin, j'oublie pas d'incrémenter mon compteur en mettant i++. Donc dans cette boucle, il faut que je réalise l'affichage qui est présent à ce niveau-là. Pour ça, je vais devoir compléter dans ma variable txt en rajoutant à chaque tour de boucle chaque nouvelle ligne que je vais afficher. Donc pour ça, je vais écrire txt plus égal pour compléter dans ma variable en rajoutant la concaténation qui va venir après. Je vais dire que je veux afficher dans un premier temps le compteur, donc c'est-à-dire pour le premier tour de boucle 1, pour le deuxième 2, etc. Je vais concaténer avec le symbole de la multiplication, donc là une simple chaîne de caractères. Je vais concaténer également avec le nombre concerné par la multiplication, donc c'est le nombre saisi. On remarque que c'est toujours 5 qui est affiché à ce niveau-là. Donc je mets ici que c'est NB, c'est le paramètre de la fonction. Je vais concaténer ensuite avec le symbole égal. Je concatène à nouveau avec le résultat du calcul. Le résultat du calcul, on vient de l'écrire. Sauf que là, ce n'est pas une chaîne de caractères qu'on veut mettre, c'est directement le calcul. C'est-à-dire I multiplié par NB. Et enfin, je vais concaténer avec une dernière chose, c'est le fait de sauter une ligne. Ainsi, je vais pouvoir gérer ligne à ligne mes affichages. On va tester le résultat. Je sauvegarde et j'actualise sur ma page. Je vais choisir la multiplication qu'on vient de coder et je vais marquer un nombre. On va choisir par exemple 5 et normalement, on a l'affichage qui est bon. Donc la première valeur qui est affichée, c'est toujours le compteur. Ensuite, c'est toujours le paramètre NB. Et enfin, on affiche le résultat du calcul. Et on le fait 10 fois pour avoir les 10 premiers nombres. C'est ce qui est paramétré dans la boucle for. Maintenant, il reste à faire la même chose pour la fonction cumul. Pour cette fonction de cumul, l'idée est globalement la même. Si on regarde, on va vouloir utiliser une boucle pour, et ce coup-ci, on va vouloir utiliser le compteur qu'on va vouloir additionner au cumul du précédent calcul réalisé. On va l'écrire. Donc pour ça, je vais utiliser une nouvelle variable que je vais nommer résultat et qui va commencer à 0. Au démarrage, notre résultat est bien égal à 0 puisqu'on n'a pas encore fait de cumul. Donc ce résultat commence à 0 et contiendra à chaque fois le résultat du précédent calcul. C'est ce que l'on va rajouter. Je fais ma boucle for. Je vais dire que je vais utiliser un compteur i à nouveau qui va commencer à 1 et qui va devoir s'arrêter par contre ce coup-ci à la valeur saisie. C'est-à-dire, dans l'exemple qu'on a à l'écran, à 5. Donc c'est les 5 premiers nombres que je veux cumuler. Donc le nombre saisi, c'est bien notre paramètre NB. Donc je m'arrête dès lors que j'ai atteint NB et j'oublie pas là aussi de mettre inférieur ou égal. J'incrémente ensuite mon compteur et il me reste à écrire le contenu. On va compléter notre variable txt et dans cette variable txt, on va lui mettre en premier donc le résultat qu'on va additionner à la valeur du compteur. Donc c'est ce qu'on fait, on met résultat, on concatène avec un symbole plus, on concatène avec la valeur du compteur qui est ici i, et on va concaténer avec le symbole égal, et on concatène avec le résultat du calcul. Le résultat du calcul, c'est celui qu'on vient d'écrire, c'est résultat plus i. Donc je mets résultat plus i. Et on va le mettre entre parenthèses pour que ça soit plus lisible. Et enfin, j'oublie pas de mettre un BR.
Si je m'arrête à ce niveau-là, ça ne va pas être bon et on va avoir tout le temps la même chose d'afficher à l'écran. On va l'actualiser, on va regarder. Si j'actualise sur ma page, que je lance le cumul et que je mets 5, il me dit, alors que j'ai une erreur, effectivement j'ai mal écrit, ici c'est résultat. Donc je fais la modification et je vais actualiser. Je refais la même chose, cumul, je mets 5. Et là on voit qu'on a 0 plus 1, 1, 0 plus 2, 2, 0 plus 3, 3, puisqu'on n'a pas encore mis dans résultat le résultat du calcul. Normalement, pour la deuxième ligne, je devrais avoir 1. Ensuite, je devrais avoir 1 plus 2, 3, donc je devrais avoir 3, etc. Pour faire ça, il faut que je rajoute une dernière action, qui est le fait de mettre dans résultat le résultat du calcul. C'est-à-dire, résultat est égal à résultat plus i. Donc, c'est-à-dire le calcul qui est fait à ce niveau-là. Il faut bien comprendre que cette ligne qu'on vient d'écrire, la ligne 38, ce n'est simplement qu'un affichage. Il n'y a pas de modification de la variable résultat qui est réalisée. Pour le faire, il faut que j'écrive la ligne qui est en dessous. À noter d'ailleurs que je peux simplifier cette ligne en mettant résultat plus égal. Maintenant, j'actualise à nouveau et on devrait avoir le bon résultat si je relance. Ce qui est bien le cas, donc j'ai 0 plus 1, 1, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, etc. Donc, on a terminé. Maintenant, j'aimerais tout de même faire une petite modification avant de terminer cet exercice, c'est que dès lors que je vais changer ma liste déroulante, au lieu d'avoir le cumul, je veux la multiplication, j'aimerais que ça s'actualise directement au niveau de l'affichage du résultat. Et donc que j'ai la table de multiplication qui s'affiche. Pour ça, on va aller faire une petite modification, c'est remplacer tout le code qu'on a mis à ce niveau qui permet de gérer l'affichage pour le mettre dans une fonction. Donc première étape, je coupe tout ça et je crée une fonction que je vais appeler affichage. Donc ça, c'est la fonction qui gère tout l'affichage à l'écran. Et bien sûr, dès lors que j'aurai lancé la modification de valeur dans mon input de nombre, je vais vouloir lancer cette fonction affichage. Donc c'est ce que je fais, j'appelle ma fonction affichage. On va tester pour vérifier que ça fonctionne encore. Donc là, c'est simplement une modification de code que je fais qui va m'aider pour la suite. Je dis donc que je mets la multiplication, je mets 5, et j'ai donc toujours la même chose qui s'affiche. Donc ça fonctionne toujours. J'ai juste rajouté donc une fonction supplémentaire. Notez d'ailleurs que je peux améliorer ce petit code que je viens de faire, et dire que la fonction que je vais vouloir lancer directement dès lors que j'aurai un changement de valeur dans mon input, ça sera la fonction affichage. Attention de ne pas mettre l'appel à la fonction. Si vous mettez cette écriture que je viens de faire là, vous allez avoir l'action qui va se réaliser au chargement de la page. Il sera réalisé qu'une fois. Ce qu'on veut, nous, c'est préparer, déclarer la fonction qui sera lancée dès lors qu'on aura le changement de valeur. C'est pourquoi je ne mets pas les parenthèses à ce niveau. On teste à nouveau. On va voir que ça fonctionne toujours pareil. Sauf que maintenant que j'ai une fonction qui gère l'affichage, je vais pouvoir l'utiliser également à un autre endroit. C'est au moment où j'aurai la modification de ma liste déroulante, c'est-à-dire dans cette gestion d'event qu'on avait fait avant. Je vais pouvoir dire ici que je vais vouloir lancer également la fonction affichage. Ce code-là va fonctionner, sauf qu'on a un petit problème, c'est que si je le laisse de cette manière-là, l'action va se réaliser dès la première interaction, dès lors qu'on aura modifié la première valeur dans la liste déroulante. Sauf que moi, j'aimerais vérifier tout de même si le champ input concernant le nombre saisi contient une valeur. Donc je vais rajouter un simple test au préalable qui est de vérifier que nbSaisi contient bien une valeur. Le code là ne va pas fonctionner pour le moment puisque ma variable nbSaisi a été déclarée de manière locale dans ma fonction affichage. Donc au lieu de faire la déclaration de ma variable nbSaisi dans la fonction affichage, je vais supprimer le mot-clé let et venir déclarer ma variable nbSaisi tout en haut. Et on va la déclarer avec la valeur 0. Comme ça, maintenant, je peux tester dans l'event change de la liste déroulante pour vérifier que la valeur est différente de 0, c'est-à-dire la valeur initialisée au démarrage. Et donc dans ce cas-là, si jamais je change ma liste déroulante et que ma valeur de nbSaisi est différente de 0, je pourrais lancer ma fonction affichage également. Normalement, ça devrait être terminé. Je vais actualiser sur ma page, on va mettre multiplication et on va choisir la valeur 7. Le résultat s'affiche bien. Et normalement, si je change
pour le cumul, j'ai le résultat qui se change directement. Voici donc l'exercice 2 qui est maintenant totalement terminé. Si vous avez réussi à réaliser la première étape au complet, ça veut dire que vous avez déjà des notions sur la manipulation du DOM en JavaScript. Si vous n'avez pas réussi la première partie, n'hésitez pas à revoir la manipulation du DOM en JavaScript. J'ai un cours dédié. Et pour la deuxième partie, qui était un petit peu plus complexe probablement, n'hésitez pas à refaire un petit peu d'algorithmique pour voir comment écrire ce type de fonction, de calcul et même de gestion d'affichage tel qu'on l'a fait. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième évaluation relative au deuxième semestre.